toi, quel est ton rôle exactement chez B-Side et en quoi ça consiste exactement ? Alors, j'ai plusieurs casquettes chez B-Side. La première, je vais peut-être faire un peu dans l'ordre chronologique, mais moi, je suis arrivée en tant que bénévole photographe. Ok. Et l'année d'après, j'ai été service civique, donc j'ai un peu plus pu toucher concrètement vraiment à l'élaboration des projets. C'est là notamment qu'on a monté nos émissions qu'on filme full en VHS sur YouTube. Donc j'ai participé à l'élaboration de ce projet et maintenant alors j'étais présidente après pendant 2 ans, donc là ça m'a permis un peu de plutôt gérer les équipes aussi, les former et puis toujours être en travail de fond, quoi, de coordination. Et aujourd'hui je continue ce travail en auto-entrepreneuriat. Voilà. Ok. Du coup, là on était présent au festival, donc c'était la 3e Yes. édition. Quels autres événements vous organisez pour propulser un petit peu les artistes de votre label, enfin de B-Side label, l'accompagnement. Vraiment en événement live, on a alors à l'ancienne, et ça c'est un truc qu'on aimerait bien recommencer à faire, c'est les jam sessions sur le campus. Après, sinon on organise des showcases, des dates un peu ponctuellement quand l'occasion se présente. Là récemment par exemple, pour anticiper le festival, on a fait un warm-up, un apéro pro à FGO Barbara où SDSM nous a fait un super DJ set aussi. Le festival, et puis là très prochainement le 9 novembre on a un speed dating musical, pareil toujours sous la forme un peu d'une jam libre, donc où les projets musicaux vont potentiellement rencontrer leurs nouveaux membres. Donc ça peut être un bassiste qui nous a lâchés, ou ça peut être, je sais pas, un groupe vraiment qui veut se former à long terme, et voilà, et ça va leur permettre de trouver peut-être leur âme sœur musicale, qui sait. Ok, Voilà. trop bien. Au sein de B-Side Label, donc vous aidez les étudiants à se professionnaliser dans la musique. Quelles difficultés on peut rencontrer quand on veut se lancer ? Plein. C'est-à-dire que même avant l'émergence des artistes, je pense que nous, ce qu'on voit dans nos formations, c'est surtout des gens qui n'osent pas encore, qui commencent par exemple à composer leur musique derrière leur ordinateur, mais qui n'ont pas, on va dire, les outils pour peut-être se professionnaliser et professionnaliser leur projet. Et là, pour le coup, c'est tout notre cycle de formation qui rentre un peu en jeu, c'est-à-dire qu'on a des cycles de conférences avec des professionnels pour leur parler du milieu. Donc ça peut être en termes de marketing, de juridiction, de contractualisation, de plein de sujets qui touchent vraiment au milieu de la musique, pour les rendre un peu plus, pour qu'ils connaissent un peu plus cet écosystème aussi qui est très vaste et très tentaculaire, j'ai envie de dire, et puis qui semble un petit peu peut-être impressionnant aussi au début quand on commence. On ne sait pas trop vers qui se tourner, on ne sait pas trop qui contacter. Et puis finalement, le milieu de la musique, c'est surtout un immense réseau. Et il faut se constituer ce réseau. Et ça commence par rencontrer des gens. Donc voilà. Mais je pense que le plus dur, c'est peut-être de se jeter dans le grand bain. Ok. Et du coup, même vous, est-ce que, en tant qu'accompagnateur, vous avez aussi fait face à certaines difficultés de partenariat, je ne sais pas. Oui, tous les jours, d'autant plus quand on a le statut d'association, je pense, et qu'on dépend des financements, des subventions. Mais en même temps, je pense que ça pousse aussi à la solidarité et justement à créer ces genres de partenariats. Donc c'est surtout des partenariats qui sont entre associations, finalement. C'est vrai que je pense qu'on a plus de mal peut-être à créer des partenariats avec des infrastructures qui sont privées, qui sont déjà bien installées, qui ont déjà de la bouteille. Je pense que l'étiquette association peut faire un peu peur au monde de la musique, et à tous les acteurs qui sont un peu plus peut-être... qui cherchent quelque chose de sérieux, alors qu'en soi on est une association, on fait un travail pas de professionnel, mais on propose des formations, on est quand même... Et vous êtes là depuis longtemps aussi 10 ans, comme disait François, là, ça va faire 10 ans en 2023, donc on a vu passer du monde, on a vu passer des artistes, et en vrai on continue de faire face toujours à ces mêmes problématiques. C'est compliqué de continuer son expansion, d'autant plus, encore une fois, avec un statut d'association et pas d'infrastructure privée. C'est sûr. Et du coup, tu parlais d'expansion là, il y a quelques secondes. Pour toi, ça sera quoi l'évolution de B-Side ? Comment tu le vois ? Est-ce que tu te vois d'ailleurs rester au sein de B-Side ? Oui, mais je pense que je l'ai bien assez montré à François que j'avais envie de rester dans ce projet. Et après, c'est une vision qu'on essaye un peu tous de construire avec l'équipe, c'est-à-dire quelle visée on a envie de donner à B-Side. Le but du jeu, c'est toujours de garder
en tête le fait qu'on est là pour aider des étudiants et qu'on a vraiment volonté à ce que cette politique reste la politique étudiante. Et voilà, ça peut passer par le tarif solidaire du festival, ça peut passer par la gratuité de nos formations. Après, voilà, la question c'est est-ce que, voilà, plutôt que de toucher spécifiquement la cible des étudiants, est-ce qu'on n'élargirait pas un petit peu à l'émergence des talents? Mais là, c'est encore une fois un autre domaine parce que l'accompagnement artistique des talents émergents, ça explose en ce moment. Il y en a déjà plein. Chacun doit se trouver un petit peu sa spécificité. Est-ce qu'on est amené à, je sais pas, reprendre une activité de label, par exemple, pour nos artistes, pour qu'ils puissent au moins maqueter un projet et se diriger vers des structures plus professionnelles. Et en fait, cette vision à long terme, je pense qu'on y pense un petit peu tous les jours. Et on la module un petit peu aussi selon les besoins et selon le retour qu'on a de nos étudiants, de nos artistes, tout le temps, quoi. Ok, trop cool. Je sais pas si Chloé, tu avais des questions sur B-Side ou pas? Non, pas spécialement. Enfin, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la construction de B-Side, parce que comme on a vu, François nous a un peu plus parlé du festival. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter sur le festival, de ce qu'il a pu dire. Le festival, je trouve que c'est... Comment dire ? Le festival, c'est un petit peu pas le point d'orgue de l'année, mais en fait, j'ai envie de dire que si, quand même, parce que c'est un peu le moment où on se retrouve tous avec l'équipe bénévole, avec nos artistes, avec nos partenaires. Enfin, on a toujours des invités, on a toujours invité, je veux dire, nos intervenants. Donc, c'est un peu le moment où toute la sphère et toutes les petites comètes qui gravitent autour de B-Side se retrouvent. Et en fait, c'est vraiment l'aboutissement de 3 éditions. La dernière édition, c'était vraiment un aboutissement, je trouve, d'autant plus quand on sait qu'on a commencé... SDSM est là pour en témoigner. Notre première édition, on était assis, on était masqués, on était tous espacés. C'était compliqué de ramener du monde. Oui, et on était un des derniers festivals finalement à se tenir à Paris avant le reconfinement, le grand reconfinement. Et voilà, on en a un peu chié avec ce festival, mais on est vraiment très contents qu'il continue encore de se faire une 3e année. Je pense que ça montre vraiment que les gens sont, comme dit François, sont demandeurs de ce genre d'événement, quoi. C'est cool. Récemment, donc la seconde partie de Montre jamais ça à personne, le documentaire réalisé par Clément Cotentin est sorti. Vous en avez très certainement entendu parler. C'est Clément, donc le petit frère d'Orelsan, qui montre des images inédites de la jeunesse et de l'ascension du rappeur dans la première partie. Et là, dans la seconde, il montre le processus de création de Civilisation, donc le dernier album d'Aurélien. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie 2 parce que je trouvais super intéressant de montrer véritablement les dessous de ce processus. On voit Orelsan douter de lui malgré sa carrière. Il va même jusqu'à dire « Je me suis trompé de branche, je chante faux et je sais pas faire de musique ». Ça montre que le syndrome de l'imposteur peut toujours exister après 9 victoires de la musique, entre autres trophées et records français. Et le docu de la première partie m'a fait replonger dans l'univers du rappeur. J'ai réécouté Le Chant des Sirènes, tous ses anciens projets, comme si je les découvrais pour la première fois. Et surtout, j'ai développé un sentiment presque amical avec Aurel, comme si je faisais partie de sa bande avec Ablaye Escrène. Et en fait, j'ai marché à 100% dans leur stratégie de communication. Parce que oui, ces dernières années, le documentaire, qui était surtout réservé à retracer la vie des artistes décédés, est devenu un outil de com phénoménal. L'avènement des réseaux sociaux a obligé les artistes à s'y montrer, à être actifs pour faire leur promotion. Mais certains ne se sentent pas à l'aise avec cet outil et se sont donc tournés vers le documentaire. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes s'y sont mis, qu'ils soient ou non déjà présents sur les réseaux. Vald, L'Homme Pâle, Pomme, Nekfeu, Angèle, Travis Scott, Solange, Lady Gaga, Future ou encore Beyoncé pour ne citer que, les artistes sont de plus en plus nombreux à jouer le jeu du documentaire pour montrer sans aucun filtre les étapes par lesquelles ils passent dans leur processus de création. Le public a l'impression d'être au plus près de l'artiste, de vivre les moments avec lui, de faire partie de sa vie, mais les artistes se mettent-ils vraiment à nu ou sont-ils contrôlés par un scénario tout écrit ? Dans le cas du documentaire sur Orelsan, Clément n'avait pas conscience de filmer des images pour les publier quand il avait 17 ans. Il était juste passionné par sa caméra et passionné par son frère. Mais les dates de sortie de la série, coïncidant avec la sortie des projets d'Orelsan, font douter de l'honnêteté de la démarche. Au fond, est-ce que tout est vrai ? Est-ce que Orelsan a autant douté de lui ? A-t-il vraiment perdu ses notes ? S'est-il vraiment marié ? Sans tomber dans la paranoïa, ce que je veux dire, c'est que le documentaire, étant un minimum structuré et préparé, certaines scènes pourraient être fictives. Et quand on voit par exemple les images dignes d'un Spielberg du documentaire Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, on peut se permettre de douter.
D'autant plus quand les artistes font appel à un ou une réalisatrice précisément pour créer le documentaire d'1h30 dans le cadre de leur promotion. À ce moment-là, l'intention est commerciale dès le début et on peut clairement en déduire un scénario tout prêt, comme dans le documentaire d'Angèle par exemple. Les artistes se confondent alors avec des acteurs, la caméra rivée sur leurs faits et gestes et le montage favorisant l'image la plus lisse possible. Finalement, on ne saura jamais ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas. Et ça n'est pas forcément gênant. Parmi tous les outils de communication, rares sont ceux qui favorisent une image réellement sans filtre des artistes. Tout comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas obligatoirement vrai, le documentaire peut se permettre de jouer entre la fiction et la réalité. Jean-Luc Godard disait même que tous les grands documentaires tendent à la fiction. Le plus important, à mon sens, c'est que le public en soit averti et qu'il se serve de son sens critique pour démêler le vrai du faux. Alors déjà, on va repartir au début de l'histoire de SDSM parce que là, j'ai Sophia et Elaï devant moi. La dernière fois, j'avais Sophia et Ferdinand en live. Alors, je comprends pas quelle est... Expliquez-moi un peu. À la base, SDSM c'était dans un univers parallèle. Voilà, c'était dans le multivers à l'époque.
Il y avait en fait ça a commencé comme un groupe, je pense, d'étudiants en fait, de potes et d'étudiants qui se sont retrouvés pour faire de la musique. C'était du rock à la base dans une cave à Saint-Denis, comme tous les groupes de rock peuvent commencer. C'était vraiment ça. Et c'est peu à peu avec le temps. Moi, je suis arrivé un peu par la suite, puis ensuite Sophia est arrivée à rejoindre le projet et au fur et à mesure que ce projet avançait et que en fait notre envie de faire de la musique de manière professionnelle ça se concrétisait au fur et à mesure. Aussi, notre son a beaucoup évolué et naturellement, en fait, on a fait une transition vers la musique électronique parce qu'au fond, c'est quelque chose qui nous plaisait, mais aussi on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui nous rendait heureux en live, en fait, et que justement par rapport à jouer avec des instruments traditionnels, etc., pouvoir sentir le public aussi à travers la platine. C'était un moyen d'expression en fait pour nous qui était complètement différent. Le synthétiseur, la platine, qui de prime abord est plus froid peut-être que la guitare ou la batterie et ce genre d'instrument. Mais là, notre challenge, c'était un peu de se le réapproprier et de faire quelque chose de nouveau et de pouvoir aussi intégrer des performances vocales et de belles parties de voix dans une musique qui est quand même plutôt post-minuit. On va dire ça comme ça. Et du coup, vous êtes 4 dans le groupe. Exactement. Et donc, la 4e personne qu'on n'a jamais vue, c'est Anatole. Ok. A.K.A. Bassat. C'est son nom de producer. C'est vrai. Ok. D'accord. Et donc, vous avez commencé... votre groupe s'est formé peu à peu. Est-ce que avant, du coup, tu disais que vous avez commencé par le rock. Est-ce que vous pratiquez de la musique de votre côté? Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faisiez avant de créer SDSM? Je commence du coup. Vas-y, ouais. Moi, du coup, je fais de la musique depuis mes 13 ans. D'accord. Et j'ai commencé dans le rock. Au Maroc, j'avais un groupe de cover avec une pote. On reprenait du Led Zepp, du AC/DC, du Aerosmith. Donc voilà, c'était très bien. Après, on a eu un groupe de compo. Et ça, c'était cool. On a pu faire pas mal de trucs au Maroc. Et après, du coup, j'ai eu envie d'évoluer dans la musique. Donc, je me suis installée à Paris. J'ai continué, du coup, à évoluer dans le rock. Et c'est là où, après, j'ai intégré SDSM, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Du coup, c'était plus pop rock ce qu'on faisait. On est passé par de la funk aussi. On est passé par... Pop rock funky, mais... Ouais, pop rock funky. Moi, quand je suis arrivé, ils vendaient déjà ça comme électro-rock, en fait, je me rappelle. Alors, c'était loin d'être ça. Il y avait un petit synthé qui se baladait de temps en temps. Mais ils vendaient déjà ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Et après, moi, j'ai fait une formation de jazz. Donc, ça a été un peu des styles de musique complètement... Aussi, Ouais, mais j'aime bien parce que du coup, c'est intéressant après de mélanger un peu toutes ces influences. Et je trouve que l'électro ouvre les portes à ça. Donc, je pense que c'est ça qui est cool et intéressant aussi. C'est que dans l'électro, tu peux mettre tout ce que tu veux. Oui, tu peux sampler tout, n'importe tout ce quoi. que tu veux. Donc, ça, c'est cool. Vas-y, je te laisse la parole. Je vais juste parler un peu aussi pour les autres. Mais en gros, c'est vrai qu'aucun d'entre nous ne pratiquait la musique électronique étant ado. Enfin, c'était pas un truc d'adolescence, nous tous. Ferdinand, lui, il vient d'une culture beaucoup plus classique. Moi aussi, comme toi, je viens plus du rock. Anatole aussi, il avait ses groupes de rock aussi à côté, etc. Donc, en fait, l'électronique, c'est aussi un plaisir plus sur le tard, en fait, qu'on a découvert sur le tard. Surtout nous, parce que moi aussi, je viens d'Espagne, en fait. Donc, la moitié du groupe, en fait, n'a pas grandi en France. Et le Maroc et l'Espagne, c'est des pays dans lesquels les années 2000, c'était pas forcément, il n'y avait pas une si grosse culture électronique comme vous pouviez l'avoir ici en France, en fait. Et découvrir ça, enfin, je pense qu'en tout cas, on a vécu à peu près la même chose, toi et moi, sur ce truc d'arriver en France, découvrir cette scène, découvrir la French Touch. On connaissait vaguement Daft Punk, quoi, mais parce qu'on entendait à l'étranger. On connaissait pas Justice, on connaissait pas les Sébastien, tous les Sébastien Tellier, tous ces groupes-là, on connaissait pas en fait. Et on a découvert ça en arrivant, et c'est vrai qu'on s'est un peu pris de passion de ça aussi, quoi. Mais je pense que c'est arrivé début vingtaine à 18 ans. À 18 ans, en 2014. Oula. Ouais. Je pense que c'est ça, en fait, c'est quand on s'est pris cette claque en fait de French Touch, d'électro, et en fait on s'est rendu compte que ça faisait grave danser les gens, et on s'est dit mais c'est ça qu'on a envie de faire aussi. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec, quand on a fondé ce groupe, et on a trouvé que le meilleur moyen de le faire, c'était par l'électro et par la techno aussi. Surtout, on a compris en fait, parce que si l'électro, ça s'écoute ailleurs qu'en France, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais souvent, il y a disons... ce qu'on connaissait pas, c'était ce côté rock brutal qu'il pouvait y avoir dans l'électronique, et nous qui venons tous un peu du rock et de musique un peu comme ça, découvrir qu'on pouvait s'exprimer de cette manière-là, pas que pour faire... moi, j'avais une image un peu caricaturale, à la house un peu lounge, des trucs un peu comme ça, tu vois. Et en fait, découvrir cette scène parisienne, etc., on était en mode, ouais, putain, c'est quand même vachement bien. Ouais. C'est une nouvelle manière de faire du rock, quoi, en fait, aussi, un peu, quoi. Dans l'esprit, on essaie de rester rock,
quelque part, en fait, quelque part. Tu parlais de la techno, que je sais pas comment vous décrivez votre genre vraiment. On appelle ça du banger vocal. Ouais. Oui, j'ai vu ce terme. C'est notre appellation. C'est dur, en fait. On a du mal à poser des mots vraiment fixes dessus. Ouais. Du coup, on aime bien demander aux gens aussi ce qu'ils pensent un peu du style, mais nous, on s'est mis d'accord sur... On prétend pas être des artistes qui ont un style extrêmement unifié, parce que l'électro, c'est comme le métal, en fait. C'est pareil, il y a des niches très particulières. Il y a des fans de drum and bass, des fans de hardcore, etc. Nous, on emprunte un peu à la hardcore et à la musique tradition rave. On emprunte un peu à la French touch, des trucs des fois plus pop, ouvertement, des fois plus donc c'est un peu des emprunts comme ça, mais le but c'est d'essayer d'en faire une sorte de bouillie dans laquelle on peut non mais si c'est le but, c'est qu'il y a un peu de crossover en fait dans ce qu'on fait quand même. Oui, c'est vrai, avec cette voix aussi qu'on rajoute par dessus, etc. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, cette jolie bouillie, c'est ça. Ouais. Quand je vous ai écouté pour la première fois, moi j'ai tout de suite pensé à Ascendant Vierge. Ouais. Je sais pas si vous connaissez avec la voix de Mathilde Fernandez. Est-ce que ça fait partie de vos influences et quelles sont vos influences globalement ? Alors, en fait, on a découvert ça à travers justement des gens qui nous ont dit mais ça me fait penser à Ascendant Vierge, mais on connaissait pas du tout avant. D'accord. Donc, on peut pas trop dire que ça fait partie de nos influences parce qu'on connaissait pas. Après, moi, j'avoue, je suis toujours pas allée écouter, mais je suis du coup très curieuse d'aller. Si, c'est très bien. Mais tu nous demandais sur vos influences musicales. Influence au sens, parce que quand on entend influence, il y a deux. Est-ce que c'est influence au sens de d'où on vient chacun individuellement, musicalement, ou au sens de quel projet ressemble un peu à ce qu'on fait, qui fait partie d'une scène un peu similaire ? Tu te réfères à... Non, pas forcément. Enfin, vraiment que vous êtes dit, je veux m'inspirer de ça, je veux prendre des morceaux de ça. Ouais. Bah, je pense que... Qu'est-ce qui constitue un peu l'ADN de ce qu'on fait ? Il y a du Justice, il y a du Geza Felstein. Il y a du Headbanger Records, c'est sûr. Il y a de ça, il y a les trucs plus Geza Felstein, etc. Ça nous a beaucoup inspiré. Après, pour les parties de voix, moi, je suis très inspirée aussi de Florence and the Machine. Ce genre d'artistes, tous, du coup, c'est des grandes envolées lyriques où on joue avec les intensités, les trucs. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça. Disons qu'on a appris beaucoup de techniques électroniques en écoutant les artistes français. Parce qu'il y a un langage, en fait, électronique, quoi. Vraiment, l'utilisation des filtres, le couper, arrêter, le redoubler, que ça s'accélère, etc. Enfin, on a appris tout un langage, je pense, avec ces artistes-là. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de ramener en fait nos influences à l'intérieur de ces outils qu'on a pu apprendre de la tradition française électronique, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois, non ? Oui, je suis d'accord. C'est une réponse très complète. Vous produisez beaucoup sur scène, ou comment ça se passe l'équilibre studio, scène, est-ce que vous êtes tout le temps les quatre sur scène ? Comment vous organisez un petit peu dans votre vie musicale ? Alors là-dessus, maintenant qu'on a les platines, en fait, on va dire que ça facilite pas mal les choses, ne serait-ce qu'en termes de booking. On va dire que c'est plus simple. Booking, c'est se trouver des dates pour les gens qui savent pas. Trouver des concerts. Voilà. Tu fais bien de préciser. En fait, c'est plus facile de parler à un programmateur en lui disant voilà, on est deux sur scène, on t'envoie du son, il y a de la voix, donc LR voix. Et ensuite, on débarque à 4. Voilà. Et là, ils font quoi ? Et en fait, on tourne derrière les platines. En fait, ça dépend vraiment. On a un format où on est vraiment tous les 4 sur scène, et on peut ajouter un petit clavier, on peut ajouter des petits éléments sur scène pour rendre ça vraiment vivant. Et s'il y en a qui sont pas dispo, si c'est des formats réduits, on peut aussi y aller à 2, juste avec la voix, les platines, ce qu'on a déjà fait. Donc je pense que c'est ça l'avantage vraiment qu'on voulait avec les platines, c'est pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation et que ça ouvre plus de portes. Donc, okay. Voilà. Et après, en termes de studio, vu qu'on travaille sur Ableton et qu'on travaille tout le temps sur des sessions, on passe notre temps à prod aussi, à faire des ping-pong. Disons qu'on va se retrouver un jour avec un début d'idée, on va commencer à le développer. En gros, on a un jour de répète par semaine surtout, une grosse journée. Mais ensuite, on se passe les projets, on se les envoie par WeTransfer. Et voilà, tiens, je te vois. Enfin, non, par sur le drive. Sur le drive. Et du coup, on passe notre temps à retélécharger le truc. Attends, mais j'ai une nouvelle version, attends, je te la re-upload. Hop, et l'autre peut télécharger, repartir de la nouvelle. Donc c'est comme ça qu'on avance, tout le temps, mais on fait pas mal de prod. Après, il y a des moments où où on fait de la répète et des moments où on fait aussi de la prod
pure où du coup on se pose et c'est ok, on va réenregistrer des synthés, on va enregistrer les voix, on va bosser sur des petits samples. Quand vous faites ça, c'est tous les 4 ou il y a des morceaux qui ont été créés à 2, à 3 Non, en général, tout le monde met la main à la pâte. Ouais. C'est tout le temps un jeu de ping-pong, donc tout le monde a participé. C'est aussi le jeu, parce que la musique électronique, c'est toujours ça. C'est une musique qui peut être faite seule, chez soi. C'est une musique qui peut être... qui n'a pas tellement de place dans le live, à part dans les DJ sets, etc. Donc nous, tout notre jeu, c'est comment se forcer à produire à plusieurs. Et ensuite, c'est comment on l'amène sur scène. Et comment on en fait un spectacle qui soit pas uniquement du DJ set. On adore faire des DJ sets par ailleurs, hein, mais quand on arrive sur scène en mode live, on se dit comment on va... Parce que c'est une musique en fait, qui est pas tellement faite pour être interprétée, quoi. Pour être, Donc il y a eu une étape où on jouait... on se ramenait avec tous les synthés sur scène. Il y avait peut-être 8 synthés sur scène. Et en fait, on s'amusait à tout jouer, à part le kick et les percus. Mais on jouait tout, vraiment tous les micro-samples, tous les machins. On faisait tout vraiment à la main. Donc on est passé par cette étape. On a fait des pop-up du label comme ça, des trucs comme ça. C'était marrant. Hein. Mais aujourd'hui, on a envie de aussi créer un show juste avec des platines, un petit synthé en plus et la voix. Et juste ensuite avec le corps et apporter de la présence. Et c'est un peu ça qu'on travaille, quoi. Ok. Et ce sera toujours Sophia la voix? Bien sûr. Il n'y a pas d'autres... C'est moi qui décide. Je crois que Ferdi veut se mettre à chanter pour aussi. Pour l'instant, je dis que c'est bon. C'est vrai? Tu valides? Pour l'instant, ça va. Ah, merci, mec, ça me fait plaisir. Et tu passes derrière les platines des fois aussi ou pas? Alors, quand je chante, non. Parce que je suis à fond dans mon truc et j'aurais peur de faire des bêtises. Il y a un moment où, quand on avait le set live avec les full synthés, je faisais un peu de synthé aussi. Après, ce que j'aime bien justement, c'est pas à chaque fois être derrière quelque chose, parce que c'est super kiffant aussi quand tu chantes pas, de pouvoir aller te jeter dans le public, d'aller voir les copains, de sauter avec eux, de rigoler sur scène, d'aller voir le public. Donc j'essaye aussi de pas tout le temps avoir un truc à faire derrière que ce soit des platines ou même des synthés. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire ça pour toujours avoir quelque chose à faire, mais je pense qu'il faut aussi se dire non, faut être libre, faut aller chercher le public, faut aller avec eux, et c'est super kiffant. Je pense que les gens aiment bien quand on descend dans le public. Ça s'est vu, je pense, au B-side. C'était très kiffant. C'était très cool. Est-ce que vous avez une activité à côté de SDSM, j'imagine, ou pas? Ça dépend du moment. Ok, et vous arrivez à en vivre? Ah non. De SDSM? Non, pas encore. Oui. Non, la vraie question. Non. Moi, je suis en cours de lutte contre les 507 heures de l'intermittence. Donc, je vais essayer d'avoir les cachets, etc. Enfin, oui, c'est difficile de vivre en tant qu'artiste, même si une fois qu'on a quelques plans live, quelques trucs, normalement, ça va. Quand même, on a la chance de vivre en France où il y a un certain soutien aux artistes, quand même, ça existe. L'intermittence, c'est trop bien. L'intermittence, ça existe nulle part ailleurs. En tant qu'Espagnol, je le dis parce que tous mes potes espagnols dans la musique, ils ont crevé la dalle pendant le confinement, par exemple. Ici, il y a quand même cette enveloppe, donc va falloir se battre pour pas qu'elle s'en aille, mais le but c'est que ça reste, quoi. Et ouais. Donc le but là, pour moi, c'est l'intermittence. Après, du coup, dans le groupe, sur les 4, il y en a 2 qui ont un boulot à côté, et tous les 2, c'est aller choper l'intermittence. Et avant, on avait les fameux jobs alimentaires, tout ça. Mais on a décidé d'arrêter parce que c'est un moment où t'as plus envie aussi, donc là, c'est full l'intermittence. Et du coup, vous aimeriez en vivre de SDSM à fond? La longue, ça serait quand même le but, ça serait cool, quoi. En fait, il faut savoir que ça prend... Enfin, on gagne pas de l'argent tout de suite, et que dans ce genre de projet, alors quand on a des tournées, oui, quand on enchaîne beaucoup de dates, c'est sûr, on arrive à peu près à en vivre. Mais en soi, il y a plusieurs manières, en fait, d'être rémunéré quand on est artiste. Notamment, nous, ça nous intéresserait de pouvoir, comme on fait de l'électronique, pouvoir faire de la synchro. Donc le fait pour les auditeurs, je le dis, c'est le fait de pouvoir vendre des droits exceptionnels d'un de ces titres à une pub, à des plateformes, des trucs audiovisuels, des choses comme ça. C'est souvent en fait comme ça que vivent vraiment les artistes qui gagnent de l'argent, et ils gagnent surtout grâce à ça et aux grosses tournées, quoi. C'est pas avec le stream qu'on... Ah bah non, clairement pas. C'est pas avec les 0,00002 centimes par écoute. Vous avez des projets individuels musicaux ou pas? Ouais, moi j'ai un projet en parallèle où je suis seul, qui s'appelle Eli and the Hydra. Donc Eli, c'est mon nom de producteur. Et où c'est aussi de la musique électronique, où chante d'ailleurs Sophia aussi, parce que le monde est petit, et avec également d'autres copines. Et c'est de la musique électronique, mais très 70s en fait, genre jouer avec de la vraie batterie, un peu comme le Soulwax que j'ai mis tout à l'heure. Donc je travaille ça.
Avec des chanteuses. T'as pas été prétentieux d'ailleurs, t'as pas mis, t'aurais pu mettre un de tes sons. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. J'avoue. Je suis humble, ça fait partie de mes grandes qualités. My skills in disguise. I made them believe anything. I told them my dreams were achieved. I gave them my most beautiful smile. I told them simple, credible lies. Yet it seems I'm incomplete. I can't pretend that I agree. In my own reflection, how can I say that it's me when it's just an illusion? Do I see when it's just an illusion? Put up an image of what I expected from you. Nothing was true, not even what I pursued. Through fake smiles now I see despair. Through long nights now I feel the rays. Ooh, do you see? How many faces do I see in my own reflection? How can I say that it's me when it's just an illusion? How many faces do I see in my own reflection? How can I say that it's me when it's just an illusion?
Merci Hugo Radio.